Bonjour Madame Souchon, Christine, native originaire Saint-Victor-sur-Loire. J'habite Saint-Victor-sur-Loire et je suis stéphanoise de cœur depuis 23 ans. Rentrée un peu tard dans la littérature, mais 2 livres qui marchent bien, qui se font connaître. Oui, ça fait depuis 2016 que j'ai de la chance de pouvoir me consacrer à l'écriture, effectivement. Mais de quoi parlent vos livres? Je crois que savoir que c'est des policiers. Alors c'est les policiers, thrillers, oui. Les 2 tomes, donc les arcs-en-ciel. Donc il y a le premier tome, les arcs-en-ciel de l'ombre et les chimères des arcs-en-ciel, c'est le 2e tome. Ça parle de la manipulation dans la société, manipulation politique, manipulation dans les médias, dans les religions, dans tout ce qui est domaine de l'environnement. On est dans la tête des personnages, on évolue avec eux, donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Il y a des meurtres, c'est un thriller, et on avance dans l'enquête avec les personnages. Il y a beaucoup de suspense également. Bon, j'ai appris que vous allez voir un petit projet personnel qui va arriver fin octobre à Saint-Victor-sur-Loire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors personnel, oui et non, parce que j'ai créé l'association pour ça, qui s'appelle les Artisans des mots. Donc c'est une association croque-cerise stéphanoise où on veut offrir des bulles d'évasion, on en a besoin pour tous. Et le premier projet justement qui va sortir le 30 octobre, c'est le Mondaïonios. C'est une balade contée multisensorielle où il y aura un livre audio et broché, une exposition sur kakémono et des ateliers d'écriture autour. Et comment on peut y aller? C'est gratuit déjà. C'est au château de Saint-Victor-sur-Loire, donc du 30 octobre au 14 novembre. Donc venez avec plaisir et vous découvrirez en 30 minutes le Mondaïonios. Et à quelle heure ça va se passer? Alors il y a le vernissage à 18h et après ça sera de 9h à 18h tous les jours, même le dimanche. Bon, je sens que vous allez bien être occupé. Oui, parce que le but de cette exposition-là, c'est de faire connaître l'association, le Mondaïonios, et que les médiathèques, les écoles, les centres sociaux, les établissements de santé travaillent avec l'association pour faire découvrir le Mondaïonios à tous. Merci à vous, Christine. Merci. Monsieur Chalandon, bonjour. Donc j'ai lu le livre Enfant de salaud. Ça parle un peu de l'histoire, de votre histoire, de l'histoire de votre père, beaucoup romancé. Moi j'ai découvert que l'action se passait entre Lyon et Saint-Étienne. Ça a été une surprise parce qu'on ne le savait pas trop que c'était entre. Vous avez eu des origines sur Saint-Étienne, Andrézieux. Comment vous avez fait pour retrouver ces traces familiales localement? C'est simple, en fait, toute la guerre de mon père dormait aux archives départementales du Nord. Parce qu'il a été arrêté à la Libération, il a été interrogé par la gendarmerie, par la police, et c'est lui-même qui a raconté toute son histoire, et les policiers lillois, les gendarmes lillois, la justice lilloise a refait toute l'enquête, et donc ils sont venus enquêter à Saint-Étienne, ils sont venus enquêter à Lyon, ils sont venus enquêter dans des villages de la région, ils ont retrouvé ces traces petit à petit. Et ce n'est pas trop dur d'écrire sur l'histoire de son père, ça réveille pas des traumatismes peut-être? C'est parce que j'avais des traumatismes que j'ai écrit. Les traumatismes sont nés du fait que je ne savais rien du tout et qu'il fallait que je sache et qu'il fallait que je découvre et qu'il fallait que même s'il était mort, que je me confronte à cette histoire-là. Et maintenant, je sais. Donc j'ai écrit trois livres sur mon père et maintenant je referme le grand livre du père. Ça y est, avec ce livre-là, maintenant je sais ce qu'il avait fait pendant la guerre, je sais, parce que je l'ai vécu, ce qu'il m'a fait à moi, je sais qui il était. Je regrette simplement que le rendez-vous ait été manqué entre un père et son fils, mais le reste maintenant, ça appartient à l'histoire. Donc j'ai vu que vous êtes dans la finaliste du prix Goncourt. Vous espérez, vous y croyez, vous pensez que ça peut être possible? J'ai eu 3 grands prix déjà. J'ai eu le prix Médicis, j'ai eu le grand prix du roman de l'Académie française, j'ai eu le prix Goncourt des lycéens. Être sur la liste du Goncourt cette année, je trouve que c'est une chance inouïe et je crois que je vais m'arrêter là. Vous le méritez, votre livre est très 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 bien et je vous félicite encore et merci à vous. Bonjour Corinne Royer, heureux de vous revoir à Saint-Étienne. C'est votre ville d'adoption. Enfin, vous avez fait vos études à Saint-Étienne. Mais en ce moment, vous avez une grande tournée de dates. Votre livre marche très 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 bien, Pleine Terre. Et comment ça se passe cette tournée des libraires? Oui, alors Pleine Terre est sortie dans cette rentrée, là, donc il y a 1 mois et demi maintenant. C'est vrai que c'est un beau succès, évidemment j'en suis heureuse pour ce texte qui parle d'un sujet qui est important aujourd'hui, qui est le malaise paysan contemporain, ce qui se passe dans nos campagnes, la disparition de la paysannerie.
Et les libraires soutiennent énormément ce texte, effectivement. Et là, j'attaque une grande tournée de libraires et de salons, ce qui me permet de rencontrer les lecteurs et de débattre, parce que c'est important d'en parler, sur ce problème de société actuelle. Bon, j'ai lu depuis le 18 août, il est sorti votre livre, mais la découverte, c'est que vous avez déjà eu deux prix importants. Saint-Étienne semble vous méconnaître, c'est dommage pour les prix. Mais qu'est-ce que ça marche mieux à l'extérieur qu'à Saint-Étienne ? On dit que nul n'est prophète en son pays, je crois que c'est un petit peu vrai. Là, moi j'ai fait une signature quand même à la librairie de Paris à Saint-Étienne. Là je suis au salon du livre de Saint-Étienne, donc c'est déjà pas mal. Et après effectivement je vais voguer vers de nouveaux horizons. Et bon, c'est un livre qui est édité chez Actes Sud, qui est largement diffusé. Donc c'est important aussi que la parole dépasse le contexte stéphanois, bien sûr. Oui. Est-ce que le monde paysan vient vous voir, vient vous parler de ces problèmes ? Est-ce que le monde paysan vient vous voir? Est-ce qu'il vient parler de ces problèmes? Et comment ça se passe avec eux suite à l'écriture de votre ouvrage? Oui, alors moi, je n'ai pas choisi ce thème par hasard. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je crois que c'est vraiment un thème qui m'a choisi parce que je vis au milieu des agriculteurs. Moi, je vis en pleine campagne, à proximité des forêts, des champs, des fermes. Et ce malaise paysan, je l'ai senti grandir. Les conversations qu'on a dans les fermes, aujourd'hui, c'est souvent des conversations tragiques sur des drames qui sont vraiment en répétition dans nos campagnes. Donc je me suis emparée de ce sujet. Évidemment, j'ai fait relire mon texte par un agriculteur avant de le soumettre à ma maison d'édition. Et je crois que c'est important pour les agriculteurs, et ils me le disent aujourd'hui, que cette parole soit entendue ailleurs que dans les campagnes. Et la fiction, le roman, pour moi, c'était effectivement ça l'objectif, c'était de pouvoir emmener cette parole là où d'habitude elle n'est pas entendue. Parce que quand on parle de nos campagnes, évidemment, on parle de notre santé, on parle de ce qu'il y a dans nos assiettes, on parle du bien-être animal, on parle de l'environnement, de notre rapport au vivant. Et donc, en fait, la question que pose Pleine Terre, c'est dans quelle société on veut vivre demain. C'est un peu à l'image du film de Guillaume Canet, votre livre. Est-ce que vous pensez que ce sera peut-être adaptable ou adapté plus tard à la télévision ou en film? Oui, alors vous parlez du film dans lequel il joue, hein, c'est pas lui qui l'a réalisé, donc c'est Au nom de la terre. Au nom de la terre, ça parle vraiment du suicide paysan et de l'endettement. Moi, le suicide, c'est pas mon sujet, j'en parle évidemment dans mon livre, mais la question que je me suis posée, c'est de savoir justement un paysan aujourd'hui qui ne se suicide pas, qu'est-ce qui le fait disparaître? Et donc je dénonce, moi, dans ce texte, la pression administrative qui leur impose un modèle productiviste et eux n'en veulent plus de ce modèle productiviste. Donc c'est vraiment ça dont parle Pleine Terre. Et je crois que les agriculteurs, oui, c'est important pour eux qu'on puisse porter ces problématiques-là ailleurs que dans les campagnes. Merci Corinne Royer, merci à vous. Et bonne dédicace. Merci. Bonjour Monsieur Véraud. Une petite présentation, panier de crabe, les enquêtes du capitaine Bouveuil. Je lis que vous êtes capitaine de police judiciaire. Je pense que c'est un beau métier déjà pour comprendre les faits et puis par les mettre par écrit. Les inventer ou raconter un peu la réalité? Non, c'est complètement de la fiction, là, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de morts, donc il vaut mieux que ce soit de la fiction. Hein. Mais effectivement, c'est des histoires locales, c'est essentiellement des policiers locaux, autrement dit, on est un petit peu dans la Haute-Loire, on est dans la Loire, dans divers, on va dire divers larcins, il y a du crime, il y a de la drogue, il y a enfin tout ce qu'on peut trouver de répréhensible, quoi. Voilà. Je trouve en ce moment, il y a beaucoup de policiers qui se mettent à l'écriture. Il semble avoir un petit phénomène. On s'ennuie dans la police ou ils ont envie de dire des choses autrement? Pas forcément, ça se prête beaucoup à dire des choses. Hein. Les histoires policières ont toujours eu le succès de tout temps. Donc aujourd'hui, pourquoi pas? Et puis c'est bien, quoi. Ça permet de faire des choses intéressantes. Voilà. Et votre éditeur, c'est Au bout des mots. C'est quelle maison d'édition? C'est l'édition Abatos. Abatos, c'est une édition qui est locale. Hein. C'est un éditeur local qui édite. Vous avez les livres. Là, il indique entre autres le livre du préfet, là, la préfecture en feu. Il y a à peu près une douzaine d'auteurs qui font partie de cette maison d'édition. Merci à vous. Bonjour Monsieur Gazan. Bonjour. Très heureux de vous voir à Saint-Étienne. Moi de même, c'est ma première fois. Voilà, c'est ma première à Saint-Étienne. Il faut un début à tout, donc c'est aujourd'hui. Pourtant vous êtes fan du PSG, mais vous venez à Saint-Étienne? Oui, mais je suis fan de football. Donc quand j'étais gamin, j'ai vécu comme tout le monde 76, les poteaux carrés, Glasgow. J'étais en pyjama dans mon salon. Donc Saint-Étienne, les Verts tiennent forcément une place à part dans notre petit cœur nostalgique. Donc voilà, supporter du Paris Saint-Germain parce que né à Paris. Bon, ça peut se comprendre, mais j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les Verts et qui, voilà, quand même
une équipe mythique du championnat et donc qui doit le rester. Bon, j'ai lu dans le livre, on parle surtout un petit peu du PSG, hein, c'est vrai. Ouais, mais il y a 2 pages sur le foot dans le bouquin qui parlent du rapport particulier qu'ont les supporters avec leur club. Je dis que voilà, quand on est amoureux d'une femme, il peut arriver qu'on en change, mais quand on est amoureux d'un club, c'est à vie, on ne peut pas en changer. Donc l'histoire d'amour avec un club de football peut être complexe et douloureuse. Cette rupture amoureuse, parlez-nous-en. Est-ce que vous en êtes remis maintenant ? Il vaut mieux, c'était il y a 25 ans. Donc vous imaginez, si je m'en étais pas remis, ce serait terrible. Oui, j'ai eu du mal à m'en remettre, mais ça a été un moment un peu charnière de ma vie qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses sur moi. Essayer de ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors j'ai partiellement réussi, on va dire, mais voilà, c'était un moment un peu compliqué, la première fois de ma vie que je me faisais larguer, et donc j'avais pas vraiment de réflexe ou d'habitude ou de savoir-faire en la matière, donc j'ai appris douloureusement ce que ça pouvait être et surtout comment essayer de s'en sortir du mieux qu'on puisse. Et dans vos lecteurs, est-ce qu'il y a des personnes en rupture amoureuse qui vous demandent conseil ? Non, j'ai quand même pas ouvert un cabinet de spécialisation de rupture et de reconstruction du couple, mais non, mais je pense que c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, c'est que je pense qu'il a une valeur universelle quand même, et que voilà, on s'est tous fait larguer une fois au moins dans notre vie, ou alors on est vraiment un super-héros, et qu'on a tous voilà, des choses en commun par rapport à ce qui nous est arrivé, on l'a tous vécu évidemment à notre manière, mais il y a quand même une forme d'universalité là-dedans, donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Merci à vous, Monsieur Gazan. Merci. Bonjour messieurs, donc Quentin Jaffray sur la gauche, Philippe Ayagnan sur la droite. Et à la droite, on inverse et tout. C'est des auteurs connus, reconnus, qui écrivent sur l'histoire de Saint-Étienne, avec version bande dessinée. Mais comment vous faites vos recherches sur l'histoire de Saint-Étienne ? Alors les recherches, c'est Quentin, ça. C'est ton domaine. Les recherches, on prend des livres tout simplement, hein, des livres d'histoire, beaucoup de livres. On recoupe les sources et puis après on essaie de synthétiser tout ça et d'en ressortir l'essentiel. Bon, ça c'est le travail de l'historien, mais comment l'historien il peut appliquer pour le dessin après ? Est-ce qu'il a trouvé une bonne histoire, une bonne accroche ? C'est pas toujours évident de mettre en dessin cette histoire-là, cette histoire stéphanoise. Ben là on travaille à 3. On travaille à 3, ouais, avec Casoli, le dessinateur. Après il y a toujours une façon de trouver de l'humour sur n'importe quel thème. Il faut juste trouver l'axe, quoi. Et on a de la chance que Casoli ait un univers très, très propre, très riche en plus, qui est différent d'une autre aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'on vient aussi du domaine de l'humour avec Philippe. Voilà. Et Casoli est très complémentaire avec son univers à lui. Et souvent, nous, quand on cale, Casoli, il arrive à débloquer avec sa vision de dessin. Il a un imaginaire très fort aussi, différent d'une autre, encore une fois. Donc, c'est une bonne complémentarité. Donc là, 3 livres, 3 tomes. Donc j'imagine l'histoire découpée. Est-ce que vous avez prévu 4 ? Ah, je me suis arrêté à 3. 4, vous avez prévu peut-être un 5e ? Le 5e qui va clore l'histoire. Hein. Là, le 4e s'arrête au 19e siècle et le 5e, ce sera 20e, 21e. Voilà. Et vous nous disiez, c'est des chiffres un peu magiques pour des auteurs locaux de vos ventes ? Oui, sans fanterie aucune, on est assez surpris du succès des ventes qui sont pratiquement des scores nationaux. Donc, à échelle locale, quoi. À échelle locale, c'est pratiquement des scores nationaux. Donc, oui. Puis des gens reviennent, attendent le livre, nous font part de leur impatience. C'est drôle, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Donc, c'est encourageant de voir des jeunes, des moins jeunes relire, découvrir l'histoire de Saint-Étienne et ses alentours. Il y a vraiment de tout dans les lecteurs. On a même des instituts qui font des classes avec les bouquins parce qu'il y a de la bande dessinée, donc c'est très ludique, ce qui est notre but au départ, le point de départ. Donc on est ravis, vraiment. Merci à vous, merci. Bonjour Madame Tuffigo, en dédicace, première fois venue à Saint-Étienne. Exactement, sur la gentille invitation de votre mère, et c'est un plaisir que d'être ici aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de venir voir un médium, ou une médium, je ne sais pas comment on dit. Bon, pour qui, hein ? Parce que je crois que dans les statistiques, près de 4 millions de Français admettent avoir déjà consulté. Si vous me dites que c'est pour notre maire de Saint-Étienne, qui peut-être se présentera-t-il aux élections présidentielles, si vous êtes venu le conseiller.
Moi, alors déjà, tout ce qui se passe dans mon cabinet reste dans mon cabinet. Et la politique, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, ce qui m'intéresse réellement, c'est accompagner les gens en deuil qui ont besoin d'un message et de réconfort. Et tous ceux qui cherchent une réponse sur leur chemin de vie. Le reste, pouf, vous savez. Et j'ai lu aussi, j'ai commencé à lire votre livre, je n'ai pas encore fait. Et j'avais vu que vous avez commencé une carrière de professeur de lettres. Et comment on arrive à être médium ? On peut faire les deux, vous savez, on peut faire du vélo, de la trottinette, on peut être blonde, intelligente, écrivain. Non, en fait, j'ai une formation très académique, comme vous le savez, mais on est médium, en tout cas, on est NAIT, hein, et j'ai accepté de changer de vie pour dédier ma vie aux autres. Voilà, d'une autre façon que l'enseignement. Mais finalement, il y a toujours quelque chose à enseigner. Merci à vous. Bonjour Madame Dongui, on est très content de vous voir à Saint-Étienne. Vous sortez un livre, c'est votre premier roman ? Tout à fait, c'est le premier roman en fait qui a participé au prix Révélation littéraire de la Matmut, donc en fait qui donne la part belle aux gens qui n'ont jamais été publiés. Donc c'est comme ça, j'ai envoyé mon manuscrit qui a été retenu et le prix c'est de pouvoir être enfin publié aux éditions de Noël. Et pour rappel, le prix du livre Mammut, un jury prestigieux et 2000 personnes au départ, je crois, c'est ça, et vous qui gagnez. Ben voilà. Donc une certaine fierté et puis un parrain de prestige puisque le président du jury, c'est Philippe Labro. Votre livre parle de handicap et vous avez su à écrire de manière habile ce handicap, à le présenter sous forme de roman. Quelle est votre définition du handicap pour vous par rapport à votre livre ? Alors, c'est plus qu'un handicap en fait, puisqu'il s'agit d'un diagnostic de cancer. On est dans la problématique en fait de l'inattendu, de la maladie qui est terriblement choquante, parce que bien sûr on n'a jamais projeté une telle maladie pour son enfant. Et l'héroïne de mon roman est donc complètement submergée par ses émotions qui sont aussi violentes que contradictoires. Et en même temps, elle arrive à trouver dans cet effondrement une chose qu'on a tous au fond de nous, en fait, cette espèce d'élan de vie qui nous porte. Et elle se laisse finalement porter elle-même par cette espérance. Et c'est vraiment le message que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. Et quel est l'accueil de la Fête du Livre Saint-Étienne pour votre ouvrage ? Plutôt très bon, puisque à mon grand étonnement, j'ai eu hier plein de ventes. Donc j'avoue que je suis assez contente et très touchée. Merci à vous, Madame Dongui, et bonne Fête du Livre à vous. Bonjour Jean-Louis Nogaro, ravi de vous voir à la Fête du Livre de Saint-Étienne, en auteur et en éditeur, édition du Caïman. Votre dernier ouvrage, je vois La mort des tourbières. C'est le dernier ouvrage publié aux éditions du Caïman, donc le seul présenté ici. Il y en a eu quelques autres. Je vais en montrer un autre. Celui-là, je suis un des co-auteurs, on est une bonne vingtaine. C'est le livre sur la commune. Voilà, une somme monumentale, très très intéressante à lire sur la commune, à Saint-Étienne et à Paris. Alors j'ai découvert aussi que Sandrine Cohen avait eu un prix, le Grand Prix de littérature policière, édition du Caïman. Je pense que les éditions du Caïman devaient être très très fières. Et qu'est-ce que ça apporte aux éditions du Caïman ? Alors, oui, effectivement, d'abord beaucoup de fierté, de satisfaction, principalement pour l'auteur. Parce que bon, c'est un premier roman, quelqu'un qui s'investit beaucoup dans la promotion de son livre, dans l'écriture. Et à nous, ça nous apporte beaucoup, au-delà, une fois le moment de satisfaction passé, énormément de visibilité. Le livre attire l'attention d'éditeurs poches, de producteurs télé, j'ai reçu un appel d'éditeurs anglais pour des adaptations. Donc voilà, on passe... Alors j'aime bien l'image, je la reprends souvent, de l'équipe de 2e division qui fait un beau parcours en Coupe de France. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. On est là. Voilà. Saint-Étienne n'est pas encore en 2e division, mais voilà. Et j'ai l'impression qu'on a un peu on est un peu sous les feux de la rampe pendant quelques temps. Et donc c'est une satisfaction et une responsabilité aussi, parce qu'on va essayer de ne pas passer à côté de ce que peut apporter ce prix en termes d'image. Et puis ne serait-ce que pour le livre en lui-même et l'auteur, essayer de le faire vivre beaucoup plus. Et Sandrine Cohen, précisez-nous qui elle est. Je crois qu'elle est très connue. Alors, elle est de plus en plus connue. Elle mène une double carrière. Donc elle est triple, quadruple, mais elle évolue principalement jusque-là dans le monde de la télé, où elle est réalisatrice, scénariste,
comédienne. Et par contre, Rosine, c'est son premier roman. Et tout ce qu'elle touche, ça se transforme un peu en or en ce moment, et pourvu que ça dure. Elle a de plus en plus de contrats à la télé, elle coécrit pas mal de séries. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire de titre, mais on l'a vu dans la série Ici tout commence, c'est elle qui a écrit quelques épisodes, des séries policières aussi. Et pour faire le lien avec son travail d'écriture, elle a écrit plusieurs documentaires, réalisé plusieurs documentaires sur des criminels ordinaires. Ce qui a donné l'idée du livre, hein, où elle a suivi des gens, voilà, quelqu'un qui a tué sa grand-mère pour voler le porte-monnaie, des choses comme ça, où elle a pu interviewer les gens, aller suivre jusqu'aux assises. Et voilà, donc c'est un travail, voilà, le livre découle directement de ces expériences-là. Et est-ce que vous avez d'autres coups de cœur, d'autres clins d'œil à nous montrer? Alors, on va parler des plus récents. Alors, on a parlé de Vive la Commune, hein, qui reste un livre majeur pour cette année, pour nous. On a une auteure qui vient de sortir un livre, c'est Florence Rode, qui avait publié il y a un peu plus d'un an La Confrérie des Louves, un livre qui avait reçu un prix littéraire du premier roman d'Horace Suarez, et pour lequel une maison de production a acheté les droits pour une adaptation télé en cours, voilà, work in progress on va dire. Et elle vient tout juste de sortir son second roman qui reprend les mêmes personnages en les approfondissant encore. Une histoire complètement différente, mais avec le personnage qui revient et qui gagne en épaisseur. Alors lui, il est sorti des presses cette semaine. On l'a reçu juste à temps pour la fête du livre. On est content de l'avoir sur la table. Merci Jean-Louis, merci. Et bonne chance aux éditions du Caïman. Merci à vous. Bonjour Christophe, fan des Verts, un des fondateurs des Poteaux Carrés, de retour à Saint-Étienne. Ah, vous êtes né à Saint-Étienne, vous habitez sur Lyon, mais une passion verte, passion unique. Comment vous la décrivez, cette passion? Cette passion, elle me fait vibrer depuis 40 ans. Elle me génère des tourments, des nuits blanches et puis des moments de joie indescriptibles. Et puis c'est une passion familiale parce qu'elle m'a été transmise par mon père et je l'ai transmise à mon fils. Donc c'est une passion dévorante, mais c'est une passion dont je ne peux pas me défaire, qui parfois me fait mal, mais dont je ne peux pas me défaire. Vous venez souvent au match alors? Comment? Vous venez souvent au match? Oui, bien sûr, oui, pardon. Oui, je viens souvent au match. J'ai fait beaucoup de matchs à l'extérieur il y a quelques années, notamment au moment de la D2. Et puis là, je viens souvent au match. J'y suis retourné contre Bordeaux, contre Nice récemment, et parce que ça m'a beaucoup manqué, comme beaucoup, je pense. Malgré les résultats, rien que le fait d'être au stade avec 20-25 000 supporters, voire plus, j'espère bientôt, ça m'a beaucoup manqué. Et ce derby, Saint-Étienne-Lyon, comment on se place maintenant? Ce derby, il était franchement rassurant, il était très agréable à regarder, il était délicieux parce qu'il s'est fini avec cette petite cerise sur le gâteau qui fait que c'était presque une victoire. Et ça fait du bien parce qu'on n'a pas eu toujours des moments heureux dans les derbys récemment, donc vraiment c'était un pur moment de plaisir. Alors, bon, là, on espère que ça va recréer une dynamique parce qu'au-delà du derby, maintenant, ce qui est important quand même, c'est que les joueurs prolongent et soient vraiment dans la même dynamique et gagnent enfin rapidement un match pour pas être largués, quoi. Une idée pour l'avenir de l'ASS? Qu'est-ce que Poteaux Carrés, un des fondateurs Poteaux Carrés, verrait pour l'ASS dans le mode de gestion? À court terme ou à court, moyen, long terme? Depuis longtemps, et j'avais écrit à l'époque où je pensais que Bernard Caiazzo s'intéressait vraiment au club. Je lui avais écrit parce qu'il répond souvent en lui disant il faut vraiment développer, c'était il y a 15 ans, un projet socios autour de ce club parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres clubs en France où ce serait plus justifié qu'à Saint-Étienne de développer un projet de ce type. Donc c'est évidemment pas ça qui nous fera gravir les sommets de l'Europe, mais ce serait vraiment quelque chose qui nous différencierait, qui nous rendrait sympathiques et qui en plus rendrait un peu grâce, rendrait honneur au peuple vert, à tous les gens qui supportent ce club. Je pense que ça serait une belle idée. Ensuite, pour l'avenir à moyen terme, moi j'ai le fantasme qu'Alexandre Bompard un jour se repenche une deuxième fois. La première fois c'était par l'intermédiaire de son père, mais se repenche une deuxième fois au chevet de ce club. Et qu'il essaye de
de le faire renaître durablement. Même si on a vécu, je trouve, ces dernières années aussi vraiment de belles choses quand même. Ça fait quand même 17 ans, je crois, qu'on est en D1 sans discontinuer. Si je mets de côté les 2 dernières années, on a vécu vraiment de belles choses, notamment avec Galette. Mais voilà, donc l'avenir, mon fantasme, c'est Bompard. Et puis le truc qui vraiment, je trouve, serait à la fois différenciant, continuerait à montrer ce que ce club peut être et en quoi il peut être à la fois populaire et exemplaire, ça serait d'arriver à créer ce projet Socios. Mais je sais qu'il y a des gens qui y réfléchissent, donc bon. Et par rapport à ce livre, j'ai vu que vous avez eu quelques prix, enfin un prix déjà que ça commence. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? C'est un prix décerné par les anciens du lycée Claude Foriel, donc bien connu à Saint-Étienne, ce qui m'a fait très plaisir, qui m'a amusé, parce que moi-même j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Michel, et quand j'ai voulu rentrer en classe préparatoire, ils m'ont refusé. Donc j'avais une histoire contrariée avec Foriel et qui se termine bien 35 ans plus tard, enfin 30 ans plus tard. Je suis inscrit, effectivement, je suis sur la liste de pas mal de prix, mais pour l'instant c'est un peu l'esprit Coubertin parce que l'important c'est de participer. J'ai été sur des prix où j'ai pas gagné, mais j'étais sélectionné. En soi, c'était déjà une vraie satisfaction parce que c'est mon premier livre, donc tout est tout nouveau pour moi et c'est déjà une belle reconnaissance. Bon, puis il y a certains prix, dont le prix Jules Rimet, où je suis en lice et dont les résultats ne sont pas encore tombés. Qui sait, peut-être que j'aurai aussi un de ces prix, mais bon, je ne l'ai pas fait non plus pour ça. Je l'ai fait parce que vraiment, je suis heureux de pouvoir témoigner des émotions que me procure ce club et de pouvoir, à travers ce bouquin, échanger avec des supporters qui souvent me disent qu'ils vivent et ils ont vécu les mêmes choses que moi. Donc, bon, je rends un peu de façon très minime au club et à ce club prestigieux tout ce qui m'a donné comme joie et comme passion. C'est ce qu'on retrouve dans la lecture de votre livre, cette passion et toute cette vie autour. Je vous remercie, Christophe. Bonjour, Monsieur Berthier, Jean. Bon, une belle soirée hier soir, un nouveau prix, c'est le 2e en 3 ans. Oui, c'est vrai que j'ai reçu il y a 3 ans le prix Claude Foriel pour un roman qui s'appelait 1144 livres. Et hier, on m'a remis le prix Charles-X Braya pour le dernier roman, donc, qui s'appelle « Ici commence le roman ». Voilà, donc je suis très heureux de l'accueil qu'on me réserve à Saint-Étienne. Bon, hier, dans la soirée, on a appris que ce n'était pas un prix du polar, mais qu'est-ce ce livre? Qu'y a-t-il dedans? Alors non, c'est pas du tout un polar, même si j'espère qu'il y a un petit peu de suspense, comme il faut qu'il y en ait un petit peu quand même dans un roman, mais non, c'est beaucoup plus un livre sur l'univers de la télévision vu du côté, vu par un lecteur de profession, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé dans une chaîne de télévision de lire les innombrables fictions qui arrivent, soit sous forme de livres édités, soit sous forme de scénarios, envoyés tout aussi bien par des auteurs, des sociétés de production que par tout un chacun. Voilà. Et donc c'est le roman de ce personnage un peu particulier, qui est par ailleurs un veuf et un père de famille, enfin le père d'une petite Elisa. Voilà, donc c'est à la fois un roman social qui décrit la télévision de l'intérieur, qui décrit ce monde un peu froid et cruel. Et puis c'est un roman intimiste aussi sur ce lien entre lui et sa petite fille. Bon, j'ai découvert hier que vous avez une passion pour la SS, passion sportive. Est-ce que vous avez peut-être écrit un livre sur le sport à Saint-Étienne et plus particulièrement le football? Oui, alors franchement, je me pose depuis plusieurs années la question de savoir comment arriver un jour à transformer en une matière littéraire la passion que j'ai pour le foot et en particulier pour l'équipe de Saint-Étienne. Alors, c'est une question qui est très complexe en fait, parce que c'est vrai que je me pose même la question, est-ce qu'il faut même le transformer en œuvre littéraire ou en œuvre d'art? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Est-ce qu'il ne suffit pas finalement de vivre le réel pour ce qu'il est, c'est-à-dire avec la charge d'émotion et d'affectivité qu'il donne? Ou est-ce qu'on peut, à partir de cette matière, ambitionner de faire une œuvre éventuellement romanesque? Je n'ai pas encore répondu à la question, mais il faut absolument qu'un jour j'y réponde, voilà. Nous patienterons. Merci Jean Berthier, merci à vous, merci.